Donc nous continuons notre réflexion sur la démocratie à l'âge de la post-vérité en passant, si je puis dire, aux travaux pratiques, c'est-à-dire en réfléchissant aux conditions dans lesquelles l'état de la situation telle que nous l'avons analysée ce matin peut être inversé. Et pour commencer, nous allons avoir dans cette première session, nous allons écouter Gérald de Bronner et Emmanuel Davier. Alors Gérald de Bronner est un sociologue, il est professeur à l'université de Paris 5. Il a une œuvre sociologique très large, une œuvre de sociologie, d'épistémologie de la sociologie, un ensemble de livres sur le problème des croyances collectives. Et il a notamment publié un livre qui me semble essentiel pour notre sujet. C'est un livre publié il y a déjà un peu plus de 4 ans, qui s'appelle « La démocratie des crédules » et qui est une réflexion sur les conditions cognitives dans lesquelles tout un ensemble de croyances peuvent se répandre et se développer. Mais Gérald Bronner n'est pas simplement un sociologue qui a écrit ces livres, il a aussi été impliqué dans tout un ensemble d'actions publiques concernant justement les problèmes de traitement, si je puis dire, d'un certain nombre de croyances et notamment des problèmes de déradicalisation. Et donc avec lui, nous avons à la fois le théoricien qui apporte son éclairage sur les mécanismes cognitifs, pourrait-on dire, dans lesquels prospère tout un ensemble de croyances, de visions complotistes, et d'autre part, l'observation de terrain, et notamment l'observation des conditions dans lesquelles on peut essayer de traiter ces questions-là. Ensuite interviendra Emmanuel Davier, qui est responsable du service Société de France Inter. Emmanuel Davier est surtout l'initiatrice d'un formidable programme de radio qui s'appelle Interclasse. Elle expliquera ce qu'est ce programme Interclasse, mais disons en un mot qu'il part du constat de la défiance considérable qu'il y a dans un certain nombre de milieux vis-à-vis des médias, et au lieu de présupposer qu'il suffit d'aller prêcher la bonne parole pour changer la vision des gens, elle a considéré qu'il fallait au contraire faire participer ces personnes à des actions pratiques de production de connaissances et de production d'informations. C'est un programme qui est dans une émission du samedi après-midi sur France Inter, et c'est un programme qui va faire l'objet, ce qui est très rare à France Inter, d'une journée entière sur France Inter dans la dernière semaine du mois de mars. Donc, de mars, hein, c'est bien ça. Donc là, nous avons aussi l'exemple très, très intéressant d'une confrontation à ce monde de la post-vérité, des croyances, mais une approche pour y remédier, une approche pragmatique, mais qui a rencontré un grand succès et qui, pour cela, mérite d'être regardée de près. Donc, je leur laisse la parole à tous les deux, et d'abord à Gérald Bronner. Je rejoins le public parce qu'il fait aussi partie des personnes qui ont des choses à vous montrer en images. Merci beaucoup Pierre Rosanvallon et merci au Collège de France pour son accueil. Parler d'un sujet qui évidemment me tient à cœur, qui est vaste. Comment enseigner et éduquer à l'âge de la post-vérité. Le titre est un peu ambitieux. J'ai peur d'être un peu décevant, mais tout de même, je vais essayer effectivement de tracer quelques portes, d'ouvrir au moins une porte en particulier sur les solutions qui sont éventuellement possibles face à ce problème qui me paraît très préoccupant. Et pour introduire ce problème, je vais commencer par un exemple assez simple, celui d'un animal. Vous voyez, c'est un wallaby. Et alors pourquoi je vous montre cet animal sympathique? C'est une sorte de kangourou, si j'ai bien compris, mais là je parle éventuellement sous l'autorité de spécialistes de la salle. Et ce wallaby vit là sur l'île des kangourous, donc non loin d'Australie. Et son cas est un peu intéressant parce qu'il a cette chance incroyable, ce wallaby, sur son île, de ne jamais avoir, enfin lui en tout cas, jamais avoir rencontré de prédateurs.
Il n'a pas de prédateur, et donc peut-être son père et son grand-père non plus n'ont pas rencontré de prédateur, mais des collègues sans doute un peu pervers n'ont pas amusé, ils ont expérimenté la réaction de ce wallaby face à un prédateur possible, mais empaillé, comme un renard par exemple. Or, la réaction du wallaby est très intéressante puisque, n'ayant pas pourtant connu dans sa vie, par socialisation en quelque sorte, de prédateurs, il se méfie grandement de cet animal empaillé et même il suspend son action et même cesse de s'alimenter. Vous voyez, la peur, on peut le dire, est véritablement incarnée à l'intérieur de ce wallaby. On peut inférer, même si c'est conjectural, que cette peur-là, cette information risquée, eh bien, elle est peut-être transmise tout simplement par son patrimoine génétique, puisqu'il n'a jamais connu directement de prédateurs. Et d'ailleurs, il a évidemment une réaction de ce type lorsqu'on lui présente de vrais prédateurs, pas seulement des prédateurs empaillés. Alors qu'en est-il de nous ? Et pourquoi je vous parle de la peur, vous allez le comprendre. Qu'en est-il de nous, les êtres humains, puisque nous ne sommes pas des wallabys ? Je vais commencer pour introduire donc cette question, montrer ces petites tâches. Donc normalement, votre cerveau, à cet état d'information, n'est pas spécialement en alerte. Enfin, vous cherchez à comprendre, vous êtes en état un peu énigmatique. Ce sont des tâches, ça pourrait être des tâches de lait, ça pourrait être des étoiles dans le ciel, un amas d'étoiles. Si je précise un tout petit peu l'image, vous allez chercher une catégorie qui permet, disons, de tirer ces informations et la rapporter à une information qui soit utile pour votre cerveau. Mais là, c'est difficile, toujours difficile, ça peut être des ronces, c'est difficile de dire. Et enfin, si je précise tout à fait, vous allez voir qu'il s'agissait en fait d'une araignée, et probablement que cette araignée, pour certains d'entre vous en tout cas, suscite du dégoût, une forme de réaction, et vous allez peut-être même probablement mémoriser cette information plutôt qu'une autre. Il se trouve que des collègues psychologues ont fait toute une série de tests en montrant des animaux, des objets en grand nombre sur des posters, et ce que l'on peut déduire de ces expérimentations, c'est qu'en général, nous avons tendance à repérer beaucoup plus vite parmi une foule d'objets, par exemple les araignées ou les serpents. Même lorsque dans notre vie, nous n'avons pas été confrontés directement, menacés dans notre vie par des serpents ou des araignées, il semblerait qu'il y ait quelque chose comme une peur endémique en quelque sorte, relativement à ces animaux. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je n'aimerais pas tellement rencontrer ça dans mon appartement. Et il y a un autre type d'information que nous sommes très tôt dans notre vie, dans le développement de notre esprit, capables de repérer. Ce sont, vous le savez sans doute, les visages, et notamment les émotions sur ces visages. Et un certain nombre de chercheurs se sont demandé aussi quel type d'émotions nous sommes capables de détecter parmi des dizaines de visages différents. Est-ce que c'est un visage qui pleure, par exemple ? Est-ce que c'est un visage qui est content ? Est-ce que c'est un visage qui est triste, par empathie ? Eh bien, en fait, ce que nous repérons le plus rapidement, c'est le visage en colère, n'est-ce pas ? Le visage en colère. De ces quelques informations, on peut se demander d'où nous vient cette disposition, par exemple, à repérer plus facilement un serpent, une araignée, un visage en colère, et un certain nombre de collègues qui relèvent généralement du registre de ce qu'on appelle la psychologie évolutionniste, conjecturent que ces dispositions ont été des acquisitions qui ont permis à nos lointains ancêtres de survivre plus facilement que ceux qui n'en étaient pas dotés. En d'autres termes, dans un milieu hostile où le principal prédateur de l'homme, ça demeure l'homme, le fait de détecter très rapidement un visage en colère vous permet peut-être d'anticiper une attaque, par exemple. Le fait de vous méfier systématiquement d'une araignée ou d'un serpent, même si l'un et l'autre ne sont pas systématiquement et mécaniquement venimeux, peut vous permettre de sauver votre vie. Et nous avons tendance donc manifestement à retenir, notre attention est particulièrement attirée par des informations qui constituent un risque, voire un danger. C'est ainsi que parmi les autres types de caractéristiques de notre cerveau, un certain nombre de collègues, et en particulier Prelec, a pu établir que nous avons tendance à surestimer les faibles probabilités. Et pourquoi donc ? Vous voyez, si on comprend ce graphique, si vous regardez en abscisse, ce sont les probabilités réelles, et en ordonnée, les probabilités telles que nous les représentons,
Si nous étions parfaitement rationnels, nous aurions une représentation, comme la droite affine le montre, en pointillé. 0,1 représenterait 0,1, etc., etc. Or, il se trouve que nous avons, et beaucoup d'expérimentations convergent vers ce résultat, nous avons une déformation assez forte aux alentours des faibles probabilités ou des fortes probabilités. Donc nous avons tendance à surestimer les faibles probabilités, par exemple à un coefficient de 10 ou 15, ce qui est considérable. Et alors pourquoi? Cette situation est énigmatique. Là encore, ce que je vais dire est conjectural et provient d'hypothèses de la psychologie évolutionniste. Ces collègues donc nous disent que le fait de surestimer les faibles probabilités, en particulier quand ces probabilités sont adossées ou pondèrent un risque, est de nature à faire survivre les peureux. En effet, si vous avez une chance sur 100, par exemple, que ce bruissement dans un buisson dissimule un prédateur, qu'il soit humain ou animal, eh bien, si vous partez du principe que c'est un danger et que vous éloignez en courant, vous aurez probablement la vie sauve au moins une fois sur 100. Tandis que celui ou celle qui fait le pari qu'il n'y a pas de danger consommera moins d'énergie à court terme, mais effectivement pourra subir une forme de sélection sur le marché naturel, de sorte que ses collègues nous disent que nos lointains ancêtres étaient peut-être peureux, pour certains et téméraires, et que ce sont les peureux qui ont survécu, n'est-ce pas? Donc nous serions les lointains descendants des peureux, ce qui ne nous empêche pas d'avoir du courage, évidemment, de temps en temps. Et ce qui est intéressant dans cet élément, dans cette conjecture, c'est que, et c'est cela que je retiendrai par rapport au marché de l'information dont je vais parler, c'est que nous pouvons, sur certains points, hériter de dispositions qui ont pu être utiles en un temps lointain et qui deviennent encombrantes au temps présent, puisque les conditions sociales, les conditions de diffusion de l'information ont été modifiées. En d'autres termes, le fait d'être en quelque sorte congénitalement peureux a pu être utile en un certain temps et peut être contre-productif dans une certaine structure de diffusion de l'information. Je vais en prendre un autre exemple pour vous faire comprendre. Par exemple, nous avons une disposition à stocker le sucre sous forme de graisse. C'est très utile, évidemment, parce que ça constitue une réserve d'énergie disponible. C'est très utile en un temps où le sucre est rare. Mais en un temps où on produit le sucre en quantité industrielle, eh bien, ça a tendance à provoquer ce qu'on appelle des sociétés d'obèses, n'est-ce pas? De la même façon, ce que j'ai dit sur l'information concernant le risque, eh bien, cette surestimation des faibles probabilités est sans doute utile dans un environnement hostile, mais où le risque est quand même relativement rare. En revanche, dans un environnement où la mise en scène, le risque n'est pas forcément plus fréquent, même sans doute beaucoup moins fréquent, mais la mise en scène du risque sur ce marché de l'information, elle est différente et elle va exciter en nous des passions dont je ne saurais dire, en revanche, si elles viennent d'un patrimoine génétique ou si elles viennent de la socialisation, c'est une autre question, mais en tout cas des passions cognitives qui sont relativement bien partagées. Et donc, je pense que nous sommes exactement dans cette situation avec ce que l'on a appelé ce matin, ce que j'appelle aussi la dérégulation du marché de l'information, dont une des caractéristiques là est par exemple le nombre d'internautes dans le monde. On voit que cette innovation technologique est formidable, c'est répandu de façon quasi géométrique, et ça, ce n'est pas toujours le cas pour les innovations technologiques. Vous le savez, souvent, toujours, mais souvent, elles se diffusent selon, par exemple, des courbes sigmoïdes. Donc, toutes les innovations technologiques ne se diffusent pas de cette façon-là. C'est un fait déjà remarquable. Ce qui nous fait, en fait, aboutir à une situation que je vais appeler métaphoriquement, mais que les psychologues connaissent sous ce nom, de cocktail party, effet cocktail party. C'est-à-dire la caractéristique de cette dérégulation du marché de l'information, elle est double, si on veut la réduire analytiquement. C'est d'abord la massification gigantesque de la disponibilité de l'information. Cette disponibilité n'est pas toujours, il ne faut pas confondre disponibilité, visibilité bien entendu, ni visibilité avec représentativité des points de vue qui s'expriment, ça a été dit ce matin, mais il n'empêche évidemment que je ne vous apprendrai rien en disant qu'une des caractéristiques historiques dont nous sommes témoins aujourd'hui, c'est cette massification extraordinaire de l'information. Le deuxième élément, qui est bien connu, c'est la possibilité pour nous tous de participer, c'est ça la dérégulation du marché de l'information, de donner son point de vue dans un espace public ou semi-public, selon le réseau social auquel on pense. Évidemment, ça ne veut pas dire que notre point de vue va faire le tour du monde, mais du moins c'est une possibilité que nous n'avions pas facilement auparavant, car nous pouvions donner notre point de vue
par exemple le dimanche en famille ou au bar, etc. Mais il y avait une grande viscosité sociale autour de ces endroits sociaux où nous pouvons nous exprimer, ce qui fait que notre information, notre point de vue ne se diffusait guère généralement dans l'espace social. Seuls, ce qu'on appelle les gatekeepers dans la théorie de la communication, avaient le pouvoir d'autoriser ou non une information. Le marché était très régulé pour le meilleur et pour le pire, bien sûr. Alors cet effet cocktail party, c'est intéressant. Pourquoi on parle d'une cocktail party ? Tout se passe comme si, et c'est une métaphore bien entendu, nous étions, puisqu'il y a une cacophonie de l'information, dans un gigantesque cocktail. N'est-ce pas ? Et qu'est-ce qui se passe dans un cocktail ? Qu'est-ce que c'est l'effet cocktail party ? C'est un fait intéressant. C'est qu'on a tous été dans un cocktail, tout à l'heure on buvait un café, etc. Il y a beaucoup de gens, généralement vous avez quelqu'un en face de vous, ou 2 personnes, 3 personnes, vous discutez avec cette personne, et vous pensez que votre cerveau ne traite que l'information de la personne avec qui vous discutez, ou des personnes avec qui vous discutez. Ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, votre cerveau traite une information beaucoup plus large que là, simplement, vous ne traitez pas consciemment cette information. Mais il se trouve que dans certaines circonstances, c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail party, votre attention va être attirée par autre chose que la conversation qui est face à vous. Par exemple, si dans un cocktail, vous entendez le mot « sexe », votre attention va être attirée. Ou n'importe quel vocabulaire du registre du sexe. Je ne vais pas faire tous les mots, il y en a beaucoup. Donc, la sexualité. Bien entendu aussi, le deuxième élément important, si quelqu'un prononce votre nom ou votre prénom, votre attention va être attirée, ce qui veut dire que votre cerveau, encore une fois, traitait l'information, mais cette information ne paraissait pas suffisamment importante pour avoir cet investissement énergétique du traitement conscient de l'information. Et le troisième élément, si par exemple, puisqu'on parlait de la peur ou de danger, si par exemple survient un accident, quelque chose qui pourrait vous mettre en danger, comme une dispute, par exemple, dans un cocktail. Vous avez remarqué, si des gens haussent la voix et commencent à se disputer, tout le monde se tait. Donc on est dans une situation en fait de gigantesque cocktail party et la question fondamentale que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce qui va attirer notre attention, n'est-ce pas ? Et est-il possible de réguler de façon non liberticide ce marché de l'information, parce que ça c'est un des enjeux démocratiques fondamentaux, et donc en l'occurrence la question de l'éducation sur laquelle je vais revenir. Alors nous avons globalement 3 problèmes qui se posent. Le problème numéro 1, ne sont pas classés par ordre d'importance. Le problème numéro 1, dans ma liste en tout cas, c'est l'asymétrie de motivation des acteurs. Sur ce marché dérégulé de l'information, en fait, une des composantes qui va rendre visible un point de vue sur certains sujets va être la motivation des acteurs. Or, évidemment, comme on le comprend facilement, ceux qui sont porteurs de crédulité ou de radicalité sont en moyenne, statistiquement, plus motivés que les autres à faire valoir leur point de vue. C'est ce qu'on appelle la tyrannie des minorités en sociologie, et ceux qui connaissent le paradoxe d'Olson y verront une application assez simple. Et en particulier, j'ai pu regarder sur un certain nombre d'échanges autour de thèmes, notamment conspirationnistes, et on voit effectivement d'abord une présence très importante sur ces thèmes, non pas du nombre de conspirationnistes, mais des traces qu'ils laissent, n'est-ce pas ? Et je pense aussi aux travaux de Walter Quattrocecchi en Italie, qui a travaillé spécifiquement sur le Facebook italien, sur certaines controverses, et qui montre que lorsqu'il y a un affrontement sur un thème entre des conspirationnistes, par exemple, et des gens on va dire des rationalistes qui défendent le point de vue de l'orthodoxie scientifique, sans trancher la question de savoir qui a raison sur tel ou tel point, par exemple sur la question des vaccins, dont on parlera, je crois, après, eh bien, ils s'aperçoivent de 2 choses. D'une part, ces gens ne se parlent pas tant que ça, ils restent confinés dans des espaces, disons, de communauté intellectuelle. Il y a des fractions, mais en tout cas statistiquement, quantitativement, les conspirationnistes laissent 3 fois plus de traces, telles qu'ils ont pu le mesurer, que les défenseurs, disons, d'une certaine rationalité scientifique. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'ils sont plus nombreux, ce qui veut dire simplement que leur point de vue peut tendre à être plus visible, en particulier auprès d'une population dont on n'a pas beaucoup parlé, qui sont les indécis. N'est-ce pas ? Parce que le problème qui est posé par cette structuration du marché de l'information, ce n'est pas tant les gens qui croient que A ou qui croient que non A, assez fermement, parce que eux, comme on l'a bien dit ce matin, ils vont être relativement imperméables à la contradiction. Le vrai problème, le vrai enjeu démocratique, c'est ces populations qui sont indécises sur toute une série de sujets techniques, par exemple, qui peuvent relever du risque sanitaire, parce que nous ne sommes pas compétents, la plupart d'entre nous, et ne sachant que faire, nous pouvons être aspirés, n'est-ce pas, dans certains débats où les plus radicaux, les plus motivés vont faire valoir des points de vue qui ne correspondent pas
systématiquement, je vais euphémiser, à ce qu'on pourrait dire l'orthodoxie de la science. En fait, tout se passe comme si vous alliez dans un supermarché, en quelque sorte. Si vous avez une marque préférée, par exemple de dentifrice, eh bien, vous allez aller chercher cette marque, qu'elle soit tout en haut ou tout en bas de l'achalandage des rayons. Ça n'aura pas beaucoup d'importance, vous ferez l'effort. Mais si vous êtes indécis, c'est-à-dire si vous n'avez pas de marque préférée, il est évident que la structuration de l'achalandage des rayons peut avoir un impact statistique sur votre acte d'achat. Et ça, c'est un enjeu évidemment assez important. Le deuxième point, il a été discuté, parce que c'est beaucoup discuté évidemment dans ce qu'on appelle les sciences sociales computationnelles, c'est le biais de confirmation et la polarisation qui relèvent. Alors, biais de confirmation, c'est la tendance que nous avons d'aller chercher des informations qui vont plutôt dans le sens de nos représentations. C'est évidemment pas du tout Internet qui a inventé ce biais cognitif qui est sans doute aussi ancien que notre cerveau, mais simplement, évidemment, la conjonction à la fois du fonctionnement de notre cerveau et de certains algorithmes, il a été dit un peu sur Facebook, mais aussi sur Amazon, par exemple. Vous savez, quand vous allez acheter un livre, eh bien, on va vous faire des propositions commerciales qui vont aller dans le sens de ce que vous avez précédemment acheté. C'est pareil pour Netflix, c'est pareil pour toute une série de propositions qui vont, tendre à vous faire fréquenter des mondes sociaux, ce que vous faites de toute façon déjà habituellement dans la vraie vie sociale. Et le troisième point, c'est là-dessus que je vais insister, c'est que la disponibilité de cette information, elle crée mécaniquement une pression concurrentielle accrue sur le marché cognitif. Une pression telle qu'on n'a jamais connue, tout simplement, dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est un fait, je dirais, presque civilisationnel, si je ne suis pas trop emphatique, dont il ne faut surtout pas sous-estimer l'impact, à mon avis. Cette pression concurrentielle, elle a des avantages, bien entendu. Elle peut, dans certains cas de figure, faire surgir, par exemple, un journalisme d'investigation, etc. Mais dans d'autres cas, elle tend à réduire le temps de vérification de l'information. Elle impacte le business model des médias conventionnels qui sont obligés généralement de dégraisser et d'embaucher un certain nombre de stagiaires, etc. Ce qui fait que le journalisme d'investigation peut être menacé dans certaines démocraties. Donc tout cela fait que les médias, on va dire conventionnels, et la réalité d'Internet sont en fait largement imbriqués, puisque les médias conventionnels peuvent par ailleurs être contaminés par un certain nombre de logiques, de clics, etc. etc. Bon. Donc je crois qu'il ne faut pas tout à fait opposer évidemment ces deux mondes. Mais ce qui va m'intéresser pour parler d'une éventuelle réflexion sur les solutions, c'est que cette pression concurrentielle, elle donne un avantage en termes de captation potentielle de temps de cerveau disponible à la démagogie cognitive, c'est-à-dire à ce qui va aller dans, disons, ce qui va savonner les pentes naturelles de notre esprit. Sur un marché où cette pression concurrentielle est forte, la diffusion de l'information va aller en s'accélérant, bien entendu, les propositions alternatives vont aller beaucoup plus vite. Le 11 septembre, par exemple, vous savez, a donné lieu à des théories de type conspirationniste. Il a fallu, si je me souviens bien, une quinzaine de jours, ou 24 jours, je crois, pour qu'une théorie alternative apparaisse à la théorie conventionnelle qui voulait que c'était Al-Qaïda qui avait fomenté ces attentats. 24 jours. Aujourd'hui, avec l'affaire Mohamed Merah, ou prenons Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, le 7 janvier, il y avait déjà plus de 20 arguments en faveur de la théorie du complot. 4 jours après, il y avait plus de 100 arguments en faveur de la théorie du complot. N'est-ce pas ? Donc il y a vraisemblablement une accélération de la disponibilité de théories alternatives. Alors, donc ce que j'appelle la démagogie cognitive, c'est tout simplement le fait que le marché de l'information, on va essentialiser un peu, ce sont des acteurs bien entendu, que les acteurs qui offrent de l'information peuvent avoir un intérêt à aller dans le sens de ce qu'ils croient être l'attente de la demande d'information. Donc il y a une indexation possible de l'offre d'information sur la demande. L'inverse est vrai aussi, bien entendu. L'offre d'information peut conformer une partie de la demande. C'est une interaction complexe. Moi, je m'intéresse plutôt à cette deuxième partie, c'est-à-dire le fait que l'offre d'information va avoir tendance à aller vers la démagogie cognitive. Et la démagogie cognitive, je vais l'incarner très exactement. Qu'est-ce que j'entends par pente naturelle de l'esprit ? Oui, notre cerveau est formidable, 1 million de milliards de connexions, c'est un outil extrêmement complexe, mais dans un certain nombre de cas, il nous trompe systématiquement. Nos intuitions sont parfois bonnes, mais pas toujours. Pas. Je vais vous en donner un exemple, c'est un exemple qui relève du vaste domaine que beaucoup d'entre vous sans doute connaissent, qu'on appelle les biais cognitifs, mais pour que mon propos soit incarné, je vais vous donner un exemple qui est un problème classique, beaucoup le connaissent sans doute, un problème qu'on utilise dans des tests notamment.
même s'il est si connu qu'on tend à l'éviter maintenant. Voilà le problème, c'est un des plus simples que je connaisse. Une balle de baseball et une batte coûtent ensemble 110 €. La batte coûte 100 € de plus que la balle. Donc combien coûte la balle? Donc, sans doute que vous êtes en train de vous dire, il ne faut pas que je réponde 10 €. Oui, c'est facile à prédire hein, dans certains cas. Et si vous vous dites ça, c'est très intéressant d'ailleurs. Ça prouve que d'une part, vous avez compris que le contexte social dans lequel on est va faire que je vais chercher à vous tromper. Donc vous êtes capable de rétrojuger sur votre intuition. Mais il n'en demeure pas moins que vous l'avez eu, cette intuition. Sinon, vous ne rétrojugeriez pas sur votre intuition. Vous ne diriez pas, il ne faut pas que je dise 10 €. Effectivement, ce n'est pas 10 €. Il faut quand même que je vous donne la réponse, ce serait cruel sinon. Si c'était 10 €, la batte qui vaut 100 € de plus, elle vaudrait 110. 110 plus 10, ça fait 120. Donc la bonne réponse, qui est quand même relativement contre-intuitive, c'est 5. 5 € vaut la balle, donc la batte vaut 105 €. 105 plus 5 égale 110. Et vous voyez, c'est un niveau de mathématiques de cours élémentaire. Ce qui veut dire, c'est ça qui est intéressant, c'est que ces intuitions n'impliquent pas du tout notre intelligence et, on pourrait discuter de cela, notre éducation, peut-être pas tant que ça non plus dans le fond. En tout cas, nous pouvons, c'est quand même la bonne nouvelle, et c'est là-dessus que je vais réfléchir avec vous dans cette deuxième partie conclusive, nous pouvons rétrojuger sur ces intuitions. Et il est peut-être urgent de le faire, en fait, à l'époque d'un marché dérégulé. Alors, pour cela, et pour me faire aussi mieux comprendre, je vais évoquer les travaux de 2 collègues qui ont fait une enquête assez intéressante. Ils ont proposé 200 questions qui couvraient 10 domaines scientifiques. Alors, vous voyez, les questions, il fallait répondre vrai ou faux. Les questions, c'était du genre la Lune produit de la lumière. Bon, intuitivement, on pourrait croire que oui, vous voyez, parce que quand on la regarde, elle est lumineuse. Un 13e est plus grand qu'un 30e, etc., etc. Bon, il y avait des propositions qui étaient assez intuitives, d'autres qui n'étaient pas intuitives. Et ce qui est sans surprise, évidemment, c'est que le niveau d'études, en tout cas, si on avait fait des études scientifiques, on répondait plus juste que ceux qui n'en avaient pas fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans tous les cas, même ceux qui avaient fait des études scientifiques mettaient évidemment plus longtemps à répondre aux questions contre-intuitives. C'est-à-dire leur éducation ne suffisait pas à faire disparaître l'illusion qu'ils avaient en premier regard face à ces énoncés. En d'autres termes, ils étaient capables de rétrojuger, mais ils ne faisaient pas disparaître cette illusion. Donc il y a un enjeu d'éducation qui est très fort. Et cet enjeu, donc en fait, sur ce marché dérégulé serait, je le synthétiserai comme un programme comme ça, qui n'est pas un programme scientifique d'ailleurs, hein, qui serait presque plus un programme politique, c'est créer de la viscosité sociale pour ralentir non l'information, parce que ça serait liberticide, mais la crédulité. Seulement le problème, c'est comment distinguer l'un de l'autre. Eh bien, la solution la moins liberticide, je suis moi aussi très sceptique, je me suis exprimé dans la presse là-dessus, sur la promulgation de lois sur les fake news, etc. Ça me paraît très problématique. La solution la moins liberticide étant le développement de la pensée méthodique, c'est-à-dire donner à tous les esprits en formation, l'opportunité de comprendre pourquoi nous nous trompons si facilement. N'est-ce pas ? Et je prendrai un exemple, là aussi, pour incarner mon propos, un exemple qui est particulièrement préoccupant et qui relève de l'éducation, qui est celui de la théorie de l'évolution. Vous le savez peut-être, mais la théorie de l'évolution subit par exemple aux États-Unis des contestations très, très anciennes et qui sont, disons, marquées religieusement. Il y a quelques années, avant que nous soyons dans cette situation-là, donc il y a plus de 10 ans, je m'étais demandé si, bien sûr, si on fait un sondage et qu'on demande aux Français, si on avait fait ça il y a une quinzaine d'années, est-ce que vous êtes plutôt, on va dire, darwinien, est-ce que vous croyez à la théorie de l'évolution, ou est-ce que vous croyez au créationnisme, ou à la théorie du dessin intelligent, etc. D'abord, à mon avis, la plupart des Français ne savent pas ce que c'est que la théorie du dessin intelligent ou le créationnisme. Nous sommes dans un pays où les institutions religieuses n'ont pas la même puissance, enfin, ce n'est même pas les institutions, plutôt le sentiment religieux n'est pas du tout aussi fort qu'aux États-Unis. Et donc, probablement que ce sondage aurait révélé que les Français, en tout cas, se déclaraient majoritairement darwiniens. Mais je me suis demandé si, dans ce cas de figure, l'enquête quantitative, le sondage, était bien la mesure adéquate de ce phénomène. Et j'ai proposé un certain nombre de sujets qui étaient tous titulaires du bac. Je m'assurais ainsi qu'ils avaient au moins entendu parler une fois de la théorie de Darwin. Eh bien, un problème qui est vraiment survenu, n'est-ce pas, donc, qui avait été étudié par les scientifiques, et c'est un problème récent, donc il était peu connu, et qui était énigmatique. Pour me demander, et c'était ça la question, de savoir si nous sommes, indépendamment des enjeux religieux, est-ce que nous sommes intuitivement darwiniens ou
contrairement à ce que nous croyons, autre chose. Et le problème était le suivant, je le soumets à votre sagacité. Nous avons constaté, ou des scientifiques ont constaté plutôt, qu'il y avait, vous savez, il y a des éléphants qui naissent, des éléphantaux qui naissent sans défense d'ivoire. Bon. Et on a constaté qu'il y avait de plus en plus d'éléphantaux, et donc d'éléphants plus tard, qui naissaient sans défense d'ivoire. La question est la suivante, à votre avis, pourquoi ? Donc j'ai mené une batterie d'entretiens, 140 entretiens dans un premier temps, seulement avec des titulaires du baccalauréat, et j'ai essayé de leur donner la parole autant qu'ils voulaient. Ils pouvaient évoquer autant d'hypothèses possibles. Et ce qui est intéressant, c'est que majoritairement, alors que dans 33% des cas, ils se déclaraient darwiniens, ils disaient « ça c'est un problème de Darwin ou une théorie de l'évolution », et en fait, ils proposaient des interprétations de type finaliste ou crypto-lamarckienne, si vous voulez. Je vais vous en donner un exemple. Ça, c'est un exemple d'entretien, évidemment, il est particulièrement savoureux. Alors voilà ce que dit l'interviewé. Il y a une mutation génétique concernant les éléphants, à savoir que, vous voyez, il y a une mutation génétique, il y a quand même un truc de science là, à savoir que ça ne sert à rien d'avoir des défenses, puisque de toute manière, les hommes allaient les tuer et leur piquer. Donc du coup, ils ne naissent plus avec, mais ça influe sur la génétique, là, c'est la peur d'être tués, quoi. Comme c'est un danger pour eux-mêmes, ils veulent éviter d'être plus exposés à ce danger, et ainsi, en changeant le problème à sa source, ils peuvent éradiquer le danger. Voilà. Bien, cela, sous une forme plus ou moins sophistiquée, c'était à peu près 70% des évocations de la solution. La bonne nouvelle, c'est que, parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles, c'est que quand ils étaient capables d'imaginer aussi, en plus de ça, une solution darwinienne, et à la fin, on terminait les entretiens en leur disant, si vous aviez à parier sur une des solutions, sur laquelle vous parieriez. Et en général, majoritairement, ils reconnaissaient que la solution darwinienne était plus satisfaisante intellectuellement. Ils arrivaient à la découvrir, en quelque sorte. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas de tous les biais cognitifs qui sont impliqués. En tout cas, ce qui était intéressant dans cette expérimentation, on l'a reproduite l'année d'après avec seulement des profs de sciences de la vie et de la Terre. Donc eux, on peut dire qu'ils sont normalement équipés intellectuellement, académiquement en tout cas, pour résoudre ce problème. Alors, oui et non, comme vous allez le voir, je vais passer rapidement. Ça, c'était les différentes interprétations. Donc vous avez le bac et les enseignants de SVT. Et puis l'interprétation finaliste, c'est celle qui est crypto-lamarckienne, si vous voulez. C'est-à-dire que la nature fait bien les choses, et elle tend vers une fonctionnalité, disons la fonction crée l'organe, etc. Ben, vous voyez que quand les gens ont seulement le baccalauréat, le finalisme l'emporte très nettement, n'est-ce pas ? Et pour les enseignants de SVT, le finalisme l'emporte quand même un peu. Pas autant. On voit que l'enseignement académique a quand même un impact. Mais ce qui était très étonnant dans ces entretiens, c'est que d'une part, les profs de SVT nous prenaient un petit peu de haut. Je comprends, c'était eux les sachants en biologie. Ils me disaient, en plus, le problème est mal formulé, etc. Donc, ils nous rectifiaient un petit peu. Ils commençaient à faire un cours tout à fait, à mon avis, exact, d'après mes compétences sur la théorie de l'évolution. Mais quand il s'agissait de l'appliquer, ça dérapait. En fait, pas toujours, mais dans un certain nombre de cas, ils manifestaient de nouveau des intuitions finalistes. Et comme quoi les choses sont profondément quand même enracinées. Et en travaillant un peu sur cette question, c'est ça qui est à l'œuvre, et c'est pour ça que comment enseigner la théorie de l'évolution ? C'est là où je veux en venir. Et ce qui est à l'œuvre dans cette question, et pourquoi je pose cette question, c'est que vous avez peut-être vu les enquêtes de Sébastien Rocher, qui montrent parmi les lycéens que parmi ces lycéens, certains d'entre eux, il y a évidemment un marqueur religieux qui est fort, déclarent ne pas croire à la théorie de l'évolution à 70%. Donc, ce qui peut provoquer, occasionner des problèmes pédagogiques à moyen terme tout à fait considérables. Alors là, il y a un marqueur religieux, mais ce que j'ai voulu montrer en fait, dans cette enquête, c'est qu'il y a évidemment une variable sociale, mais il y a aussi un invariant mental. Les deux, en fait, s'hybrident. Variable sociale, invariant mental. Évidemment, cet invariant mental que je vais vous décrire rapidement, il va s'incarner d'une façon différente selon le contexte culturel. Dans un contexte religieux, cet invariant mental va se décliner comme un discours créationniste ou du dessin intelligent, ou se référer à la Bible ou au Coran, que sais-je. Dans un contexte beaucoup plus sécularisé comme le nôtre, il va se revendiquer de Darwin, mais en réalité, le socle cognitif sera le même, il sera finaliste. Parce que qu'est-ce que nous n'arrivons pas à comprendre en réalité dans cette situation ? C'est le formidable emboîtement, en quelque sorte, entre les phénotypes, c'est-à-dire la façon dont les corps, le vivant se produit, et l'environnement. Comment se fait-il que les animaux, nous, soyons si adaptés à notre environnement ? Comment se fait-il que tel papillon, par exemple, puisse ressembler à un végétal ou que sais-je, avoir cette couleur ? Eh bien,
sans que nous soyons capables de le calculer, évidemment, on juge cette possibilité totalement improbable. C'est totalement improbable, et nous avons parfaitement raison. C'est totalement improbable, mais nous oublions quelque chose, c'est que la taille de l'échantillon est gigantesque. C'est ce que j'appelle la négligence de la taille de l'échantillon. En d'autres termes, si vous avez une chance sur 1 million de réussir votre coup, et que vous réussissez, c'est bien, c'est même extraordinaire, mais si vous avez essayé 1 million de fois, ça n'a aucune valeur particulière. C'est juste la production du hasard. Et nous sommes équipés de telle façon que lorsque nous sommes confrontés à un phénomène très improbable et extraordinaire, nous avons tendance à ne pas le rapporter à la taille de l'échantillon duquel il est issu. Si cet échantillon est invisible pour des raisons d'observation, comme dans le cas de l'évolution, puisque notre segment temporel d'observation, une vie, est évidemment incomparable par rapport au temps long qu'il faut pour faire cette sélection naturelle. Et du coup, ce que nous voyons, c'est la réussite de la nature et non pas la masse considérable de ses échecs. Et de là, nous inférons que la nature fait bien les choses, qu'elle est formidable. Mais nous le faisons en nous adossant à la négligence de la taille de l'échantillon. Et donc, je pense qu'en enseignant la théorie de l'évolution, nous devons évidemment fermement l'enseigner, parce que la science a des droits qu'il faut savoir refuser à la croyance, fermement l'enseigner, mais nous devons aussi profiter de cette occasion pour enseigner aux sujets qui se forment, aux esprits qui se forment, eh bien, toutes les raisons qui font que cette théorie peut leur résister. Et en l'occurrence, il y a plein d'autres exemples où on peut manifester cette négligence de la taille de l'échantillon. Par exemple, tous les ans, il y a des astrologues qui revendiquent d'avoir prédit ce qui s'est produit, n'est-ce pas ? Oui, sauf qu'ils font des centaines de prédictions. Donc ce serait bien malheureux qu'il n'y en ait pas une qui colle. Donc en fait, en exfiltrant une de leurs prédictions de la taille de l'échantillon duquel ils sont issus, ils provoquent mécaniquement le sentiment que ça ne peut pas être une coïncidence, n'est-ce pas ? Comme disait Voltaire, les astrologues ne sauraient avoir le privilège de se tromper toujours. Et donc, pour finir tout à fait, vous montrer l'immense diversité d'un seul biais cognitif, je vais vous donner un exemple justement de théorie du complot. Je vais aller très vite. Vous voyez, ça, c'est un tweet qui est apparu. Alors, breaking, vous voyez, c'est grosso modo, il dit il y a un attentat terroriste, 120 morts, 270 blessés, évidemment, à Paris. Ça nous fait penser immédiatement à quelque chose, mais regardez bien la date du tweet. Ça qui est mystérieux, c'est qu'il est daté du 11 novembre, 2 jours avant les attentats de Paris. Si je vous présente, et ce n'est pas un fake, enfin je veux dire, ce n'est pas une image truquée, c'est une vraie image. Si je vous présente cela, il est normal que votre cerveau commence à trouver ça bizarre. Vous ne trouvez pas soit c'est quelqu'un qui a un pouvoir de précognition, il voit dans l'avenir, pas, soit il y a un complot derrière ça, il y a quelqu'un qui avait l'information, qui l'a balancée sur Twitter. Quand vous savez en plus que ce compte a été interdit par Twitter ensuite, bien évidemment, c'est particulièrement troublant. Donc ça a donné lieu à une mini-théorie du complot. J'aurais aimé qu'elle ait plus de succès, parce que ça aurait été plus... Mais là, en l'occurrence, elle n'a pas très bien marché. Mais peu importe, le processus cognitif est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on a exfiltré, en fait, cette information de la taille de l'échantillon duquel elle était issue. Là, évidemment, c'était une manipulation. Alors, je vais le reconstruire, l'échantillon. Vous voyez, c'est un site qui balançait des centaines de tweets disant toujours la même chose, mais une fois c'est une attaque d'une mosquée, une autre fois c'est Ebola, alors 270 blessés on ne comprend pas, mais enfin, bon, peu importe. Et évidemment, de temps en temps, une fois, c'est arrivé que 2 jours avant, il y ait un pronostic qui s'avère troublant. Et notre cerveau, qui ne reconstruit pas la taille de l'échantillon, va considérer que la probabilité est faible. Il a raison, mais que ce n'est pas une production du hasard, et il a tort. Voilà. Donc voilà quelque chose, par exemple, où l'on peut multiplier les exemples, et c'est vrai que je suis allé au centre de Pontourny, et c'est quelque chose, par exemple, avec les jeunes qui étaient dans ce centre, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Je ne les déradicalisais pas, je ne crois pas du tout à ce terme, mais par contre, j'essayais d'exciter leur pensée critique, ce que j'appellerais l'autonomie intellectuelle, en leur montrant, puisqu'on sait que dans les phases de radicalisation, il peut y avoir, par exemple, une dérégulation de la perception du hasard. Tout commence à faire signe. N'est-ce pas ? L'univers me parle. Donc il me paraissait particulièrement intéressant de travailler avec eux sur la perception du hasard et leur donner une distance, une intelligence justement d'un certain nombre de processus qui pouvaient rendre très contre-intuitifs les questions aléatoires. Et donc je terminerai tout à fait en vous disant qu'il y a un certain nombre de papiers qui montrent aujourd'hui, en voici quelques exemples, que la stimulation
de la pensée analytique est de nature à faire reculer en toute probabilité l'endossement de théories du complot, par exemple, ou de théories créationnistes, etc. etc. Donc c'est peut-être une voie d'espoir, à condition que l'éducation nationale nous entende, évidemment. Alors non pas, je dirais certainement pas faire des cours contre les théories du complot, ça, je crois qu'il ne faut surtout pas faire ça. Sur les médias, je suis assez sceptique parce que le nombre d'heures de cours, il est quand même assez limité. Mais en revanche, on pourrait se saisir de toutes les occasions pédagogiques, elles sont très nombreuses, où la connaissance est relativement contre-intuitive pour offrir au cerveau qui se forme non seulement l'acquisition de ces connaissances, mais les raisons aussi pour lesquelles éventuellement elles lui résistent. Et comme à l'heure actuelle, dans la littérature, on a identifié plus de 150 biais cognitifs qui peuvent se combiner les uns les autres avec des variables sociales, comme j'ai essayé de vous le suggérer, on a beaucoup de travail devant nous. Voilà.